Cette visite étalée sur 3 jours, peu avant 2020, année d'importance dans l'agenda politique de la Côte d'Ivoire, avait fait couler encre et salive à Abidjan, mais aussi dans les autres villes du pays. Il y a ceux qui estiment que cette visite du président d'un pays à l'histoire aussi intimement liée à celle de la Côte d'Ivoire était une honte, pour citer un titre paru en fin de semaine écoulée, et ceux qui voient d'un bon oeil la visite d'État du président français venu renforcer entre autres les relations franco-ivoiriennes, avec au programme des actions à l'endroit de la jeunesse et le sport, considérés comme nouvelle priorité de la France. En Afrique, avec 2020 comme année charnière et électorale dans le pays, des sources font aussi état de ce que cette visite viserait à réaffirmer la position du président français quant à l'éventualité ou non pour le président Ouattara de briguer un troisième mandat. Mais plusieurs annonces de taille ont meublé cette descente, dont la plus grande restera sans doute à la fin prochaine du franc CFA, qui sera remplacé par l'ECO dans les 8 pays de l'actuelle zone franc en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Est-ce une victoire d'étape ou une victoire tout court pour les militants en faveur de la fin du franc CFA? Peu après son arrivée en Côte d'Ivoire, le président français avait, face aux soldats, souhaité donner une nouvelle profondeur, de nouveaux engagements, une nouvelle force à l'opération anti-djihadiste au Sahel, afin, dit-il, de gagner ce combat indispensable à la stabilité et à la sécurité au Sahel, plus largement de toute la région, mais aussi de l'Europe. Le président français a aussi réaffirmé ses propos tenus récemment en France, à savoir plus de clarté et d'engagement de la part des pays membres du G5 Sahel, et confirmer la tenue du sommet de Pau prévu pour janvier 2020. Côte d'Ivoire, visite d'Emmanuel Macron, nouveau partenariat politique, économique et sécuritaire avec l'Afrique. C'est la question trame de cette émission. Merci à chacun et à tous. Bienvenue. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Sur ce plateau, pour en parler, d'abord, Souleymane Zat, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Joël Sobo-aussi, bonjour. Bonjour, monsieur le général. Vous êtes président de l'association KS Afrique, également DG de Samir Sarr. Messieurs, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le président français était officiellement en Côte d'Ivoire pour passer Noël avec les soldats français sur place, comme ce fut le cas au Tchad ou au Niger les années précédentes. Rendre visite à ces hommes déployés dans un pays, à quoi cela répond-il d'un point de vue sécuritaire sur Mme Dante? Écoutez, rendre visite, je m'excuse déjà par avance par rapport à ma gorge, parce que j'essaierai de forcer sur le timbre pour que nous soyons... On puisse vous entendre. Voilà. Rendre visite aux troupes, c'est une manière aussi de les galvaniser, de leur donner, de leur faire rehausser le moral, et surtout de voir tous les démêlés qui ont pu exister lors de différentes opérations, faire un point, un briefing. Rendre visite aux troupes, d'autre part aussi, c'est aller comprendre quelles sont leurs difficultés, quelles sont les approches de solutions. Je pense que le chef de l'État français est dans son rôle, n'est-ce pas, de rendre visite aux troupes et de s'enquérir des difficultés éventuelles et des solutions à trouver pour le futur. Voilà. Alors, le président français, le président ivoirien a accueilli donc son nouveau français dans la pure tradition africaine. Beaucoup de fêtes, beaucoup de paillettes et tout. Il se murmure qu'il était aussi au programme des échanges sur la possibilité ou non d'un troisième mandat pour Ouattara. Les chiffres aujourd'hui, Joël Sobo-aussi, ne plaident-ils pas en faveur du président ivoirien pour briguer, pourquoi pas, un autre mandat? Les chiffres, ça dépend des chiffres qu'on prend en considération. Les chiffres du mécontentement du peuple ivoirien aujourd'hui ne plaident pas en faveur du président Ouattara, étant donné que non seulement les Ivoiriens n'ont pas oublié l'histoire qui a conduit Ouattara au pouvoir, mais la soumission de Ouattara à la France est un facteur qui a quand même débiaisé, qui a quand même défavorisé les chiffres en allant à l'encontre du sentiment anti-français qui s'est développé dans la jeunesse africaine. Mais les élections étant ce qu'elles sont en Afrique, nous savons désormais que ce ne sont pas les unes qui disent qui est élu et qui ne sera pas élu. Ah bon? Oui. Ok. Alors, le président Macron a une nouvelle fois réclamé de la clarté au gouvernement sahélien sur la présence militaire française dans la zone. Le sommet qu'il organise à Pau aura bien lieu le 13 janvier prochain. Nous allons suivre rapidement un extrait de ses propos. C'était face aux soldats
français déployés donc en Côte d'Ivoire et qui interviennent, pourquoi pas, dans la zone, dans le cadre de l'opération Barkhane, dans la zone sahélienne. C'était des propos extrêmement forts et clairs. Il a envie de plus pour mettre fin au terrorisme dans la bande. Nous allons suivre un extrait de ses propos. Barkhane est une mission essentielle pour la France. Nous continuerons à lutter contre les terroristes djihadistes. Nous continuerons à le faire avec nos partenaires africains, nos partenaires européens et internationaux. Et je souhaite qu'ensuite, nous puissions donner une nouvelle profondeur, de nouveaux engagements, une nouvelle force à cette opération pour gagner ce combat indispensable à la sécurité et la stabilité du Sahel, plus largement de toute la région, mais aussi de l'Europe. Car si nous laissons prospérer la menace, elle nous touchera aussi. Dimanche, avec le président Ouattara, nous ferons plus particulièrement mémoire de 9 d'entre eux, morts à Bouaké, le 6 novembre 2004. Je pense aux familles endeuillées, si durement éprouvées que le temps qui passe, hélas, ne pourra jamais consoler. Barkhane a neutralisé une trentaine de djihadistes le week-end écoulé. L'annonce a été faite par le président Macron. La force est désormais fournie en drone, pouvant larguer des bombes, notamment au Niger. Et qu'est-ce qui peut, je dirais, continuer de justifier le sentiment anti-français et la mobilisation contre les soldats français, selon vous, sous le Monamzat? Déjà, il faut noter et apprécier l'envoi des drones sur le sol malien, sur le théâtre des combats. Parce que je me suis plaint sur ce plateau, je crois que c'était la semaine dernière, par rapport à l'entrée des rebelles au Tchad, n'est-ce pas, et de ce convoi-là qui a été rasé automatiquement. C'était aussi dû à l'action des drones. Les drones permettant de couvrir une partie, ne serait-ce que le théâtre des opérations même, et permettront aussi, n'est-ce pas, de faire des frappes. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est quelque chose du point de vue militaire qui est appréciable. Maintenant, il faudra qu'on sache exactement qui donne l'ordre de frapper à partir de ces drones. Parce que le chef de l'État tchadien a toujours réclamé que les forces en présence sur le terrain soient gérées par un commandement africain. Ce qui est tout à fait normal. Et on ne comprend pas pourquoi tout vient de la France. C'est la France qui dicte toutes les lois. Alors, il peut y avoir d'énormes dommages collatéraux si tel est qu'il n'y a que la France qui utilise ces drones-là. Pour en venir à votre question, le sentiment anti-français dont on parle, il n'a jamais existé. Il n'y a pas de sentiment anti-français pour nous. Ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de faits et d'actes avec les politiques français. Moi, j'ai vécu en France. J'ai 18 ans de France. Donc, on n'a jamais eu de problème avec les Français. Les Français, il y en a plein ici. Qui circulent dans Cotonou librement. On n'a jamais eu de problème avec eux. Mais on a des soucis avec le politique français qui, pour une raison, pour une autre, se lance dans la prédation de nos biens. Et ça, ce n'est plus à revenir. On ne va pas refaire l'histoire ici. Donc, il va falloir que, d'une part, sur le plan militaire, que les drones qui ont été envoyés servent réellement aux actions pour lesquelles ils sont envoyés sur le terrain et qu'il y ait un rapport édifiant, n'est-ce pas, aussi clair, pour que toutes les forces en présence puissent avoir, n'est-ce pas, pouvoir se mettre au même diapason d'information. Je laisse aussi, vous avez visiblement un avis contraire. Avant d'intervenir, je vais revenir sur l'entrée de l'émission où vous évoquiez la présence d'Emmanuel Macron auprès de ses troupes dans cette période de fin d'année. Il faut remarquer que l'Afrique est le seul continent au monde où le président français peut aller auprès de ses troupes à l'étranger de cette façon. Il faut remarquer que la France est toujours dans la logique impérialiste de domination de l'Afrique. La France ne peut pas se permettre ce qu'elle vient faire en Afrique en plaçant des bases militaires à visiter en fin d'année pour pouvoir faire le bilan, refaire les plans sur les années à venir, comme ça se fait en Afrique. C'est seulement en Afrique que nous observons ça. Et ce sont ces genres d'éléments qui créent le sentiment anti-français. Il est vrai, il est réel, il est palpable.
nous n'avons plus ce complexe envers les Français. Nous n'avons plus aujourd'hui cette envie même de pouvoir sentir les Français. Les Français, pour nous, sont les pires ennemis au monde, les premiers ennemis à combattre avec la plus grande fermeté. Les Français et non la France, ou La les France, politiques français. que ce soit les politiques, que ce soit les populations, parce que pour nous qui avons eu l'occasion de frotter avec les Français, d'avoir eu à ressentir ce racisme qui se manifeste à tous les niveaux de la population française, nous n'avons pas, comment dire, nous sommes dans l'obligation de retourner aux Français et à la France leur sentiment envers nous. Est-ce que les Français ont un sentiment pro-africain? Non. Est-ce que les Français ont un sentiment anti-africain? Oui. Mais pourquoi est-ce que nous ne voudrions pas alors avoir le même sentiment envers eux? Nous ne sommes pas des bons dieux pour pouvoir être dans la miséricorde tout le temps. Nous ne sommes plus dans la logique où on va attendre la deuxième jour parce qu'on nous a joué, on nous a giflé sur la première jour. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de réciprocité. Et c'est ce que nos chefs d'État n'ont pas encore compris et qui permet que la crise sécuritaire continue de prendre plus d'ampleur. Qui sont les ennemis au Sahel? Quels sont les objectifs que poursuivent les ennemis au Sahel? Les armes utilisées par les ennemis au Sahel sont de fabrication de quel pays? On n'a qu'à se dire la vérité. D'où viennent ces armes? Si nous remarquons que la plupart de ces armes sont des armes françaises et que le circuit de distribution des armes sur un circuit bien contrôlé, il faut comprendre qu'à un moment donné, que ce soit les populations ou que ce soit les politiques français, il y a eu de connivence entre les terroristes qui sont les destinataires finaux de ces armes et ce qui se passe sur le terrain. Donc, La connivence n'est pas établie. La connivence peut ne pas être établie. Parce qu'en réalité... On ne peut aujourd'hui suspecter aucun pays. On peut au moins suspecter le pays où se fabriquent les armes qu'utilisent les terroristes. Mais il faut que le circuit des armes soit un circuit clair. Vendre des armes est un système réglementé. Théoriquement, si c'est un système réglementé, ça veut dire que les politiques ont été à un moment donné en connivence pour pouvoir faire fuiter ces armes qui se vont se retrouver dans les mains des terroristes. J'ai peur des allégations qu'avancent mon co-débatteur. Parce que si vous allez sur un théâtre d'opération, je prends le Mali par exemple, il y a combien d'armes qui sont françaises? Je ne défends pas la France, hein, vous connaissez ma position par rapport à la France. Je n'ai pas à répéter sur ce plateau. Mais quand vous allez, moi je viens du Niger, la plupart des armes qui sont utilisées au front sont des armes russes. La Kalachnikov, elle est fabriquée par les Français. Elle est russe. Tout ce que vous avez comme DCA dans le désert là, qui circule là, ce sont des armes françaises. Faites un diagnostic pur et dur. Les Français peuvent s'acheter des armes russes qui devaient sur l'Afrique. Ça, je n'en ai non plus la preuve. Mais ce qui est palpable et visible, c'est que quand vous faites un point de l'armerie, de l'armement qui est utilisé, n'est-ce pas, sur le front aujourd'hui, la plupart sont des armes russes. Vérifiez. Et je mets au défi quiconque me dira le contraire. Parce que moi, j'ai des données. Ok, maintenant, les motifs des terroristes. Et il faut savoir. Ces terroristes n'ont aucun motif. Ils ont des motifs. Ils n'ont même pas d'idéologie, ils n'ont rien du tout. C'est des voyous qui sont mis dans le désert et qui... Je ne cherche pas à le comprendre pour le moment. Mais c'est des voyous qui sont mis c'est des voyous qui sont mis dans le désert et qui se permettent toute cette tuerie-là que vous et moi n'acceptons pas. Et il nous convient, c'est-à-dire, il nous revient. Et je dis cela spécifiquement par rapport à nos chefs d'État. Il leur revient à eux, parce que c'est eux les décideurs, de prendre des dispositions pour que ça s'arrête. Parce que le territoire, c'est eux qui en défendent l'intégrité morale, politique, idéologique, économique et militaire. C'est pas nous. Nous, on opine sur des questions pour leur permettre d'éclairer les zones d'ombre. Mais c'est à eux. Moi, je vois que la façon dont nous voulons lutter contre le terrorisme est la mauvaise façon. Nous voulons lutter contre les manifestations sur le terrain en oubliant de lutter contre la racine même du problème. Ces gens qui mettent leur vie en péril, tout être humain, quel qu'il soit, ne met sa vie en péril que pour un motif donné, que pour un objectif visé. Et si nous n'identifions pas les motifs de ces personnes, on verra toujours des terroristes être nés. Si nous n'identifions pas, ce que je ne comprends pas, c'est que quand il y a eu des combats et qu'ils arrêtent peut-être certains terroristes, qui n'arrivent pas à remonter l'hiérarchie de ces terroristes, qui n'arrivent pas à questionner peut-être les prises de guerre pour savoir qui vous a armé, à quel moment au quel point du territoire avez-vous reçu les armes, et que nous n'ayons pas ces questions de manière globale pour pouvoir remonter à la source même du terrorisme. Parce que c'est à la source qu'il faut bloquer le système.
Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la principale source qui permet aux gens de pouvoir recruter ces jeunes et les mettre sur le terrain, c'est la pauvreté. J'ai été ahuri de voir que lors du dernier sommet du G5 Sahel, le chef d'État a identifié la pauvreté chronique comme étant le mobile qui permet à des gens d'accepter faire partie de ces groupes armés. Et que, comme solution, ces chefs d'État lancent un appel vers la communauté internationale pour espérer un plan de type Marshall pour pouvoir réduire la pauvreté en Afrique. Je me suis dit, ces gens n'ont donc pas compris que nous les avons élus pour réduire la pauvreté chez nous. Nous les avons élus pour permettre à ce que le tissu économique, le tissu industriel chez nous s'éclore et permettre à ce que des gens aient plus d'emplois. Et ces gens s'attendent à ce que ce soit la communauté internationale, que ce soit les investisseurs étrangers qui viennent faire ce pourquoi nous les avons élus. C'est une erreur de conception qui va faire que cette question de terrorisme risque de perdurer pendant longtemps. Parce que tant que les chefs d'État n'ont pas à cœur la création d'emplois, la création de richesses, nous allons nous retrouver avec une bonne marge de la population qui vit dans un désespoir qui permet à ce que n'importe qui puisse venir d'ailleurs leur donner des miettes et les motiver à aller se faire tuer sur le terrain. Il n'y a qu'en Afrique, des étrangers peuvent rentrer sur nos territoires, convaincre des nationaux de prendre des armes pour tuer des nationaux. Je n'ai vu aucun peuple qui a ce niveau mental que nous avons aujourd'hui. Au vu de l'évolution du terrorisme aujourd'hui, ce n'est plus une question que de personnes étrangères. On a l'impression que le terrorisme est en train de se muer en une forme, pourquoi pas ethnique, du mal aussi, où des peuples peuvent, je prends toutes les précautions d'usage, peuvent prendre des armes pour aller attaquer d'autres ethnies sous prétexte qu'on leur prend soit des terres ou soit on empêche... on va dire, les bœufs, les moutons et consorts, d'aller pâturer sur des sols. Donc le problème ethnique, le problème du terrorisme n'est plus aujourd'hui qu'un problème d'armement. C'est aussi un problème qui est, on va dire, très vicié par d'autres formes et par d'autres évolutions. C'est pour cela que tantôt je disais, je n'étais pas du tout d'accord avec mon co-débatteur. Vous voyez, le terrorisme a pris une autre forme. Elle est devenue un peu, disons, communautaire, du point de vue de ses actions. Quand vous prenez les peuples Dogon, aujourd'hui, ils sont taxés d'être des terroristes. Quand vous prenez les Touaregs de l'Azawad, on dit qu'ils sont des terroristes. Pourtant, c'est des gens qui défendent une identité. Ils défendent juste une identité. Quand vous prenez une force comme nous, vous et vous, tout le monde tasse de terroristes comme Boko Haram, ils disent quoi? En réalité, leur idéologie, c'est qu'ils ne veulent pas de l'éducation du blanc. Mais quand vous ne voulez pas de l'éducation du blanc, c'est pas sur vos frères noirs que vous tirez. Hein. Vous tirez sur le blanc. Encore qu'on pose des bombes dans des mosquées, ça n'a rien d'idéologique. Ah non. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sont purement des voyous qui ont été armés par ce que j'appelle des multinationales et qui sont dans le désert, qui prennent des bandes de terre au fond desquelles sont fouillis nos ressources, l'or, le coltan, le diamant, tout ce que vous voyez là, qui les sécurisent et qui font exactement ce qui se passe au Kivu. La prédation de nos biens. C'est-à-dire, on vous vole en plein jour et vous faites que dalle. Et tout ceci au nez à la barbe de nos dirigeants. Alors, si tel est le cas, je me pose la question de savoir à quoi ça sert au fait des dirigeants comme ceux que nous avons. S'ils ne sont pas capables de défendre nos biens, de défendre nos personnes et de défendre l'État pour lequel ils ont été nommés président de la République. On a l'impression qu'ils le font, même si vous pouvez estimer que ce n'est pas assez. Ça dépend. C'est le sentiment qu'on a. Ça dépend. De toute façon, le président... Je ne vais pas opiner dessus parce que je risque d'être très amer. Alors, il y a aujourd'hui, on va revenir au sol ivoirien où cette visite du président Macron a bousculé, on va dire, un peu l'agenda politique. Il y avait beaucoup de personnes, notamment l'opposition à travers EDS, à travers le PDCI qui devait tenir une manifestation. La manifestation a finalement été reportée parce que les autorités n'ont pas autorisé de
de manifestations durant la visite du président ivoirien. Votre réaction rapidement, durant la visite du président français sur le sol ivoirien, votre réaction par rapport Nous regrettons que cette manifestation n'ait pas été autorisée et que nos dirigeants répriment des manifestations pour après oser dire que la population est favorable à la France ou bien et autres. Je prends le cas du Niger, par exemple, où la manifestation a été interdite, je crois, la semaine dernière, mais que le président nigérien dise après sur le plateau de France 24 que lui ne voit qu'une minorité de personnes être contre la France au Niger. Pendant que lorsqu'on programme des manifestations anti-françaises, elles sont interdites. Il prétend après qu'il ne voit qu'une minorité. Donc il y a comme une politique d'autruche à ne pas vouloir voir la réalité, à ne pas vouloir permettre l'expression facile des populations vis-à-vis de ce que ces populations ressentent réellement. Moi, je regrette que la manifestation ait été interdite, étant donné que nous voyons même quand Trump se déplace dans des pays, tous les gens peuvent manifester contre Trump. Trump était en Grande-Bretagne avec des jours de manifestation contre sa présence. Personne n'a eu des échauffourées avec la police, personne n'a été tué. Mais chez nous en Afrique, on considère que nous n'avons pas droit à l'expression libre d'une manière ou d'une autre. Et c'est regrettable que de telles situations continuent de se produire des années après l'indépendance. Alors, le maire de Port-Boué a été, selon l'opposition, menacé de révocation, puisque visiblement, la manifestation a été interdite à Yopougon, finalement a été délocalisée à Port-Boué parce que le maire de Port-Boué est du PDCI, donc il a autorisé la manifestation, mais on l'aurait menacé de révocation. Finalement, on a voulu sécuriser, la police aussi a été interdit d'aller sécuriser ces manifestations-là. Report, il y avait aussi le retour annoncé de Guillaume Kibafouri-Soro qui finalement a été décalé aussi à cause de cet agenda-là. Selon vous, à quoi rime tout ceci? Une désorganisation totale du système sécuritaire de ce pays-là. Vous savez, on peut, comme le dit mon co-débatteur, et là nous sommes entièrement d'accord, c'est tout à fait inadmissible de gifler quelqu'un et de lui dire de ne pas pleurer. Mais c'est incompréhensible que nos chefs d'État refusent que le peuple qui les a nommés, qui les a mis la droite dans ce fauteuil-là, puisse ne pas exprimer quand même son ressentiment par rapport à telle ou telle situation, sans aller trop loin. Vous prenez le cas de la monnaie qui est en cours. Mais à qui a-t-on demandé de donner le nom de l'écho? À moi? À vous? On va y arriver. Quand le peuple ivoirien décide de manifester sa joie pour quelque chose ou pas, mais écoutez, comme il a dit, Trump même il passe, je crois qu'il traverse même parfois des convois de manifestants en train même de lui jeter des boîtes de tomates et autres. Mais est-ce que ça l'empêche d'aller faire ce qu'il veut faire? Et Macron est-il devenu le roi de l'Afrique pour que j'ai même vu qu'on a bitumé des voix pour lui. Franchement, il faut arrêter un peu. Alors, prenons-nous un peu au sérieux. Nous allons passer. Nos populations ont des besoins, qu'on s'occupe de nos populations, que de se permettre. Nous allons passer à un autre dossier de cette émission, la grosse info donc de ce voyage en terre ivoirienne. C'est l'annonce par le président Ouattara du remplacement du franc CFA par l'ECO en Afrique de l'Ouest. 8 pays sont concernés. Nous allons suivre un extrait du chef de l'État ivoirien, extrait suivi donc d'un propos du président français. Les deux étaient en conférence de presse conjointe. Nous allons suivre un extrait de leur propos. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UMOA. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité accompagner la réflexion engagée par les chefs d'État de l'UMOA et le président Ouattara en particulier pour réformer le franc CFA. Et je suis très heureux aujourd'hui
d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique majeure. Cette réforme vise à franchir ensemble une nouvelle étape. J'aurais sur vous aussi, 8 pays concernés. Déjà, votre ressenti par rapport à cette annonce, qui est quand même une annonce majeure pour ce qui concerne ces 8 pays-là. Il faut dire que ce qui s'est passé le 21 décembre est au-delà de ce discours que nous voyons. Il y a eu le 21 décembre signature de nouveaux accords de coopération monétaire entre l'Afrique, zone UEMOA, et la France. Cet accord, je ne sais pas quelle est sa particularité pour qu'il n'ait pas passé devant les assemblées de nos pays comme tout accord étranger que nos pays signent. Maintenant, le même Ouattara qui le 21 décembre évoque la fermeture des comptes d'opération, c'est ce même Ouattara qui le 5 décembre sur le plateau de France 24 et de RFI avec le journaliste Alain Foucault disait qu'il n'est pas au courant que le président Talon a dit qu'on allait sortir les réserves africaines de la Banque de France et autres. C'est ce même Ouattara qui disait que rien ne va changer en termes de compte d'opération. Juste le 5 décembre. Et 2 semaines après, il change complètement de version et dit ce que la France lui a dit de dire. Vous ne pouvez pas affirmer que c'est ce que la France lui a dit de dire. C'est un chef d'État. Nous estimons que c'est un changement de façade et que la population n'ayant même pas la possibilité d'aller vérifier que le compte d'opération est fermé, de vérifier que les Français se sont retirés de la BCEAO, parce que ce même Ouattara a dit qu'il, lui, il a été gouverneur de la BCEAO, mais qu'il n'a jamais vu un Français dans les locaux de la BCEAO avant. De quels Français parle-t-il maintenant qui vont se retirer si ils ne reconnaissaient pas qu'il y avait des Français? Donc, c'est pour nous, d'abord, un projet qui a été kidnappé, c'est-à-dire le projet de monnaie éco étant à l'origine le projet de l'ECOWAS, la CEDEAO. La France a estimé avec Ouattara qu'étant donné qu'il y avait plusieurs manifestations anti-CFA, ils peuvent se cacher derrière ce projet, arracher ce projet de la CEDEAO, faire le leur et faire passer le franc CFA comme étant ce projet de la CEDEAO. Mais c'est mal connaître la jeunesse africaine qui aujourd'hui est très cultivée, qui est très ouverte sur les réalités et qui comprend rapidement tous les mécanismes que la France peut utiliser, veut utiliser pour nous endormir. Ce projet peut peut-être, dans son champ actuel, aller un peu, mais la manifestation anti-éco, la manifestation anti-CFA va se transformer en manifestation anti-éco jusqu'à ce que nous obtenions une monnaie qui cadre avec nos ambitions de développement, nos ambitions d'industrialisation. Ce que nous dénonçons le plus avec le franc CFA, ce n'est pas ces questions de compte d'opération, par exemple des Français dans l'intervention de la BCEAO, c'est la répression économique comme politique monétaire du franc CFA qui veut maintenir l'inflation en dessous de 2%, ce qui veut dire réduire la masse monétaire en circulation, c'est-à-dire empêcher la création d'entreprises, empêcher la création d'emplois et empêcher à ce que des gens aient un certain pouvoir d'achat qui va les conduire à faire plus de demandes et donc à faire augmenter les prix sur le marché. Et aussi permettre à ce que la France continue d'avoir l'accès à un marché africain qui n'est pas pris par ces Africains du fait que nous n'avons pas un tissu industriel conséquent pour produire en Afrique les choses dont nous avons besoin. Et pour produire ces choses, c'est la politique monétaire qui détermine l'objectif. Et quand vous prenez l'article 8 des statuts de la BCEAO, il est clairement dit que la Banque centrale a pour objectif la maîtrise des prix et que sans préjudice de cet objectif, la Banque centrale pourrait accompagner les États dans leur politique de croissance et de développement. C'est-à-dire, le développement et la croissance ne sont pas les objectifs premiers et principaux de la BCEAO. La revendication principale que nous faisons, c'est de placer cet objectif de croissance et de développement au-dessus de l'objectif de maîtrise des prix. Parce que la stabilité dont parlent ces gens et qu'ils revendiquent à tout bout de champ, c'est une stabilité qui arrange leur personne, mais c'est la stabilité des pauvres. Quelqu'un est pauvre, il souffre, et vous voulez qu'il soit stable dans cette pauvreté. Quelqu'un a des difficultés, mais vous voulez qu'il y ait de la stabilité pour que lui reste toujours dans cette difficulté. Ça ne peut pas fonctionner pendant longtemps. C'est pour cela que tant qu'il n'y aura pas un certain niveau d'inflation maîtrisé, ou bien niveau d'inflation de l'ordre peut-être de 5, 6, 8%,
Le coiffeur, tu vas gagner toujours 30 000 francs le mois. Le couturier va toujours se retrouver à 40 000, 50 000 le mois. On va se retrouver toujours avec des pouvoirs d'achat tellement faibles qu'ils ne pourront même pas créer de la consommation d'un certain niveau pour pouvoir permettre aux opérateurs économiques qui vont investir dans l'industrialisation de couler leurs produits. Les produits fake made in China vont toujours être déversés sur nos terrains. Nous allons toujours sortir des devises de manière drastique pour pouvoir couvrir ces importations. C'est de façon macroéconomique qu'il faut voir la chose. Ce ne sont pas les menus frétins concernant... Donc selon vous, c'est juste quelques, on va dire, galipettes jetées à la face... à la face de ceux qui manifestent contre le franc CFA. Selon mon date, est-ce qu'il n'y a pas forcément des raisons d'exulter? Victoire d'étape ou victoire tout court? Il n'y a aucune victoire. Et mieux, franchement, les mots me manquent pour dire mon désarroi par rapport à ce que j'ai entendu. Déjà, je pense que nos dirigeants ne sont pas honnêtes. Le président Ouattara, qui nous dit que et son homologue français, qui nous disent que la France se retire, n'est-ce pas, de toute ingérence dans les affaires de l'écho. Mais qui garantit cette monnaie? La France. Donc, il y a toujours une ingérence. Donc, selon vous, la France devrait se retirer d'absolument tout. D'abord, est-ce que vous avez vu un Africain à la Banque de France qui va opiner comme ils viennent opiner sur l'écho ou le CFA ici? Ah oui, mais les Français sont déjà... Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Les Français sont retirés désormais de la gestion de la monnaie. Je vous dis, qui garantit cette monnaie? C'est la France. Donc elle n'en est nulle part. On nous a passé de la poudre. L'écho est encore une autre bêtise, hein? Pire que le CFA. Ah bon? Je vous le dis. Et je suis certain que, comme il a dit mon co-débatteur, la jeunesse ne se laissera pas faire. Alors, en quoi est-ce que l'écho serait pire que le franc CFA? Je ne saurais de gros affirmer déjà que l'écho serait pire que le franc CFA parce que je n'ai pas encore eu les accords monétaires signés par le ministre béninois de l'économie qui représentait toute la communauté UEMOA et la France. Je n'ai aussi pas encore la certitude de la parité et puis du montant que vaudrait 1 euro en écho ou bien et autres. Mais une chose est claire, la France a des difficultés financières aujourd'hui. La dette française a dépassé 100% du PIB français. Il y a des manifestations sociales de plus en plus croissantes en France. Depuis plus d'1 an, les gilets jaunes sont dans les rues tous les samedis. Et la France a besoin de ressources financières pour pouvoir satisfaire les besoins des Français. Le seul lieu que la France a pour habitude de trouver ces ressources, c'est en Afrique. Et le franc CFA était l'outil par préférence qui permettait à la France de faire main basse sur les ressources africaines, que ce soit les ressources naturelles ou même les ressources financières, profitant du dépôt de devises des exportations africaines. Je pense, qu'on le veuille ou non, la France n'est pas en possibilité aujourd'hui de se retirer ou bien de laisser tomber tous ces avantages qu'elle puisait du système CFA. Et donc, ayant remarqué que les manifestations sont de plus en plus croissantes et que ces manifestations génèrent un sentiment anti-français que je trouve légitime, elle prend le devant des choses et court-circuite alors nos chefs d'État qui, malheureusement, pour beaucoup, n'ont pas des ambitions de développement de leur pays, qui, pour beaucoup, n'ont pas pensé que nos pays aussi ont droit à avoir des compagnies d'exploitation pétrolière, qui, pour beaucoup, ne pensent pas que nos pays ont aussi droit d'avoir ces entreprises de production automobile dans lesquelles l'État peut être actionnaire ou pas, mais qui offriraient à la jeunesse et aux populations un certain niveau de vie. Nous sommes le seul continent au monde où nous importons la quasi-totalité de nos véhicules, par exemple, malgré que nous avons le bauxite en Afrique qui finance, qui nourrit les industries aluminium et automobiles du monde entier. Nos dirigeants n'ayant pas ces ambitions, il se fait donc qu'ils n'élaborent pas dans leur tête des projets ou bien des mécanismes d'appropriation de nos ressources pour pouvoir fournir les moyens nécessaires aux populations afin d'atteindre ces objectifs. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, est en train de changer avec la nouvelle génération qui, qu'on le veuille ou non, a eu l'occasion de voir ce qui se passe ailleurs au monde et qui aujourd'hui est d'un certain niveau plus ambitieux. Et une jeunesse qui est plus ambitieuse
que les dirigeants que nous avons actuellement. La France sait que ça va changer. La France sait qu'une nouvelle classe d'hommes politiques accéderont au pouvoir. Et ces hommes politiques ne feront pas ce que Ouattara, Macky Sall et autres sont en train de faire actuellement. C'est ce qui veut dire... Vous en avez après les présidents africains là, mais visiblement, les chiffres qu'ils annoncent ou les chiffres de développement... Justement, ça c'est encore une autre arnaque. La croissance que les gens nous annoncent être de 5-6% sont des chiffres qui sont portés par les investisseurs étrangers. Qu'on se dise la vérité, la plupart des grosses entreprises en Afrique francophone appartiennent aux étrangers. Ces étrangers font des profits qu'ils rapatrient toujours dans leur pays d'origine. Au détriment de nos impôts. Ce qui veut dire on crée la croissance, mais la croissance est exportée de la zone. Ce qui ne profite pas aux populations, ce qui fait que la croissance évolue au même niveau que la croissance de la pauvreté. Les gens sont de plus en plus démunis, les gens souffrent de plus en plus parce que nous exportons tellement de devises, même pas les GSM par exemple, vous imaginez le volume de devises que nous exportons. Nous avons aussi remarqué que la monnaie éco dont on avait parlé, visiblement devait être portée par la CEDEAO, une quinzaine de pays notamment. Aujourd'hui, on a l'impression que nous avons juste 8. Est-ce qu'il y a des pays qui ont finalement refusé de suivre Oui, mais quand vous rentrez dans un désordre comme celui-là, il est normal que des pays comme le Nigeria claquent la porte. Le Ghana aussi. Et ce qu'il y a de déplorable, c'est un coup de gueule. Franchement, je vais demander à tous nos intellectuels qui ont des diplômes en économie, monétaire et machin, d'aller les rendre. Qu'ils retournent en France, là où je ne sais pas dans quel état ils ont été chercher leur diplôme, qu'ils retournent poser tous ces diplômes-là. Parce qu'ils n'ont servi à rien. Je n'en ai pas vu un qui se lève en dehors de M. Bertin, je crois, l'Ivoirien, le professeur, qui opine souvent sur le franc CFA et le Togolais. Je n'en vois pas d'autres, en dehors des activistes. Mais ils sont là, ils sont tapis dans l'homme avec des diplômes, même plus larges que cette table. Mais ils ne servent pas du tout à l'Afrique, ces gens-là. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas expert en matière monétaire. Mais je trouve que ces gens-là sont passés à cause de l'histoire. Donc, selon vous, c'est aussi un problème lié... Nos universitaires devaient s'emparer de cette affaire-là, en particulier ceux qui sont dans l'économie, et d'aller nous dire, ou de dire à nos chefs d'État, mais attention, mais là où vous nous accompagnez, là, ça ne se passe pas comme ça, sous d'autres cieux, voilà ce que ça donne, voilà les statistiques, et voilà comment il faut procéder. Nos chefs d'État ne détiennent pas la science infuse, sans vouloir les dédommager. Mais j'estime qu'à un niveau donné, il faut que l'intelligentsia africaine se mêle de ces problèmes-là, se réunissent, discutent et fassent des propositions qui permettent à la population, n'est-ce pas, d'avoir son bien dans tout ce méli-mélo-là qui se fait. Il faut rappeler que Jules César, en l'an moins 60 avant Jésus-Christ, avait déjà perfectionné le système monétaire à Rome au point où sur les pièces de monnaie, c'est Jules César qui avait sa tête. Il n'y avait pas de docteur en économie, il n'y avait pas d'expert, il n'y avait rien. C'est regrettable que plus de 2000 ans après, nous, Africains zone CFA, nous n'ayons pas la possibilité d'établir un système monétaire propre à nous, que nous allons conduire selon nos objectifs de développement. Et que malgré qu'aujourd'hui, Internet existe, l'électricité existe, le développement existe, nous pensions que nous devons toujours être en dessous de la France ou bien des experts venus d'étrangers pour piloter nos politiques monétaires ou bien nos politiques de développement. C'est regrettable et c'est un cri de cœur que je lance à nos populations et à toute la classe dirigeante pour que chacun se réapproprie des objectifs communs de développement et qu'on sorte de cet orgueil qui veut, de cet égoïsme, qui veut que ce soit seulement les objectifs personnels que l'on défende étant dans des fonctions payées par le contribuable africain. Il faudrait que nous soyons maintenant axés sur des objectifs plus lointains de développement et qui fassent que, étant donné qu'on soit conscient de ces objectifs à atteindre, on comprenne les enjeux qu'il faut développer. On n'a pas besoin de gros diplômes d'économie pour pouvoir établir un système monétaire. Si Jules César l'avait fait il y a plus de 2000 ans, on doit avoir honte de ne pas être capable aujourd'hui et que ce soit toujours la France qui, par des
experts ou bien des PTF continuent de nous piloter. Voilà. Et, au départ d'Abidjan, il y avait aussi une étape nigérienne du président français Emmanuel Macron. Nous allons suivre un extrait de ses propos au Niger, des propos extrêmement clairs quant à l'engagement français au Sahel notamment. Les semaines qui viennent sont absolument décisives pour le combat que nous menons contre le terrorisme. Nous avons eu des victoires, encore récemment, encore ces dernières heures, et nous continuerons d'en avoir. Mais nous sommes à un tournant de cette guerre. Il nous faut en reclarifier le cadre, les termes, et en redéfinir plus clairement les objectifs. C'est l'ambition du sommet que nous tiendrons ensemble à Pau, le 13 janvier prochain. Je crois d'abord qu'il y a un sentiment partagé d'urgence. D'urgence à agir, à améliorer notre dispositif et à clarifier, comme je le disais, le cadre politique. Nous sommes aujourd'hui entravés par un cadre qui n'est pas suffisamment clair, qui, de ce fait, brouille parfois notre coordination, surtout pour des sujets qui sont très transfrontaliers, et conduit à manquer d'efficacité parce qu'une part de la solution en accompagnement du militaire est aussi politique. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CEDEAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Sur le Hamzat, la rencontre de Pau aura bel et bien lieu. Qu'ils y aillent, comme je le disais, on ne refuse pas l'appel. Ce qui se passe après qu'on refuse. Et je m'indigne par rapport aux propos du président français. Il faut qu'ils viennent clarifier quoi, leur position par rapport à quoi. Depuis que la France n'a jamais gagné une guerre. La France n'a jamais gagné une guerre. Jamais. Donc, de grâce, qu'on ne vienne pas nous dire ils sont en train de nous aider. S'ils nous aidaient réellement, elle a commencé en 1993, l'histoire du terrorisme en Afrique, dans le Sahel. Et jusqu'à là, Serval, Barkhane, il y en a quoi encore là? Il y en a 3 ou 4 encore. Et ne vous étonnez pas que dans les mois qui arrivent, on vous dise que ça s'appelle autre chose. Qu'ils ouvrent Kidal et que les Maliens reprennent leur territoire. Ce qu'ils font à Kidal, personne ne sait. De deux, sur le plan militaire, Barkhane est dans une zone donnée. Cette zone-là, elle y est depuis des années. Ça n'empêche pas les terroristes de venir frapper sur Bamako, frapper sur Ouagan. Alors, s'il y a une technique réelle de combattre le terrorisme, une méthode réelle de combattre le terrorisme, je pense qu'on y serait déjà arrivé depuis. De grâce, qu'on arrête de faire du business et de nous prendre pour des cons. Rapidement, 30 secondes. Moi, je dirais qu'il faudrait que nos dirigeants du Sahel pensent peut-être à une politique de désarmement de leur zone, de leur territoire, et qu'on n'attende pas que ce soit les terroristes qui attaquent avant de les attaquer. J'ai vu un peu les opérations américaines et en Irak et autres, où ils procèdent à des désarmements de villes entières. Ce sont des opérations que nous devons initier actuellement, passer de maison en maison, fouiller s'il le faut de fond en comble, insérer des espions au sein de la population qui, contre paiement, diront où se trouvent des armes afin qu'on retire ces armes de la population, et aussi sécuriser les frontières nord du Mali ou bien du Niger pour empêcher l'entrée d'autres armes. Malheureusement, nos dirigeants n'ont pas compris qu'il faut structurer leurs armées d'une manière technologique et puis penser à pouvoir installer aussi des industries d'armement, étant donné que nous n'avons même pas encore pensé à des industries classiques jusqu'à penser qu'il faut installer des industries d'armement et équiper nos armées de technologie. La guerre aujourd'hui est de plus en plus technologique et stratégique que
cet amateurisme que nos armées ont sur le terrain à attendre le don de 2 ou bien de 3 chars par le Qatar, la France ou bien les États-Unis, voilà, afin de pouvoir combattre un fléau aussi dangereux que le terrorisme. Voilà, votre avis est clair. Ce qui est sûr, le président malien Boubacar Keïta l'a dit, il a déclaré encore que les pays du G5 Sahel souhaitent un partenariat respectable et respectueux. Nous sommes dans une situation où la sécurité du monde entier est menacée. Dès lors, il est bon et il serait beaucoup plus souhaitable que cela soit envisagé comme tel et avec beaucoup de considération du respect de part et d'autre. Ce sera tout donc pour cette émission consacrée à la Côte d'Ivoire et à la visite du président français Emmanuel Macron, nouveau partenariat politique, économique et sécuritaire avec l'Afrique. La question était posée, était sur ce plateau. Choulem Namzat, consultant diplomatique du terrorisme, face à Joël Soboussi, président de l'association KS Afrique. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.